Il est arrivé fin 2019 en France. Ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise quotidiennement. Produit acheté en février 2020. Et il est temps de vous dire ce que j'en pense. Vaut-il son prix de 2700 €? Faut-il l'acheter? Est-ce un bon investissement un an après sa sortie? Les points positifs et bien évidemment les points négatifs. Salut les amis, c'est Adrien de la chaîne Adrien Artiste et j'espère que vous allez bien. Je vous présente un produit super avec plein de points positifs et à la fin de cette vidéo, une fois que vous êtes bien chaud et surexcité et dès que ça monte en adrénaline, je vous parlerai de ces points négatifs. Comme ça, vous réfléchissez avant d'investir dans ce produit. J'adore cette méthode. On commence tout doucement avec un petit unboxing. On trouve une boîte très solide, chic et tout ce qu'on a l'habitude de voir chez Apple. Vous me connaissez maintenant et vous savez que j'adore le packaging. Dès que tu ouvres la boîte, tu tombes nez à nez sur le Mac. Apple, avec leur façon de présenter ces produits, nous donne l'impression que l'on a un bijou dans la main. Après, vu le prix, on trouve un câble de chargeur USB-C vers USB-C de 2 mètres, la notice et les stickers autocollants et adaptateur secteur USB-C de 96 watts. Parlons d'abord de design. Comment dire? Visuellement, vous ne serez pas dépaysé par ce MacBook Pro 16 pouces. Il ressemble aux autres générations comme d'habitude. Doté d'un châssis en aluminium, cette nouvelle génération présente une conception sans faille et des sublimes finitions. Le MacBook Pro 16 pouces reste assez proche d'un 15 pouces en termes de dimension car Apple a réduit la taille des bords de son écran. Donc à la fois on a un grand écran et d'un côté une machine compacte. Côté dimension, nous avons une largeur de 35,79 cm, la profondeur de 24,59 cm, une hauteur de 1,62 cm et un poids de 2 kg. Parlons de cet écran. La taille de la dalle fait 16 pouces. Avec un format de 16 neuvième, nous avons 3072 pixels sur 1920 pixels, avec la résolution de 226 ppp, pixels par pouce. On a également une dalle brillante de IPS LED blanche, un temps de réponse de 5 millisecondes, le taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si jamais tu ne comprends pas tous ces termes techniques et tu as envie de savoir, va voir ma vidéo Tout savoir sur les écrans qui se trouve juste là ou dans la description. Cette dalle est suffisamment lumineuse pour nous permettre d'en profiter à l'extérieur. L'écran est vraiment sublime. Les contrastes sont vraiment beaux. Quelle que soit l'utilisation, regarder un film, retoucher une photo, réaliser un montage vidéo, naviguer sur internet ou réaliser des créations musicales. Ensuite, parlons de son nouveau clavier. Adieu le clavier papillon et bonjour le clavier à ciseaux. T'as pas compris? Je te raconte une histoire alors. Le clavier papillon ressemble à ça. Et 4 ans après sa première apparition, Apple décide de changer ce clavier sur ses MacBooks et utilise le clavier à ciseaux qui ressemble à ça. C'est dommage car il avait vraiment un excellent confort de frappe. En fait, à cause d'un défaut de conception, au bout d'un certain temps, la poussière s'infiltrait dans les touches, les bloquait et les rendait inutilisables. Oui, vous avez bien entendu, inutilisable, un vrai cauchemar. Donc tu achètes un produit ultra cher et à cause de poussière, tout Mac ne fonctionne plus. Mais c'est normal, ils ont testé ce produit dans leur bureau ultra propre, le genre de bureau où les femmes de ménage passent tous les 15 minutes. Ils ne savaient pas qu'il y a un autre monde imparfait en dehors de leur lieu de travail. Finalement, Apple s'est fait une raison et équipe son nouveau MacBook Pro d'un clavier à ciseaux qu'on l'on connaît plutôt bien puisqu'il s'agit en réalité d'une adaptation du clavier des iMac. Ils ont fait des petits ajustements qui le rendent agréable à utiliser. Notre frappe est plus silencieuse notamment. Si je le compare avec ce clavier MK235 Logitech, c'est le jour et la nuit. J'ai plus du tout envie d'utiliser celui-là maintenant.
Côté rétroéclairage, on est plutôt bien servi et le réglage de celui-ci peut se faire via la touch bar. Et si on parlait un peu de cette touch bar? Nous avons une touch bar bien pensée et très bien placée entre la touche échappe et Touch ID. La touch bar fait office de deuxième écran et permet d'exécuter plus rapidement certaines manipulations comme le réglage de volume, de la luminosité, la saisie d'un mot de passe, le réglage d'un effet dans l'application photo ou encore le passage d'un onglet à l'autre sur Safari. Et un peu plus bas, on a le trackpad. Ce trackpad est juste immense, j'ai envie de dire comme toujours. Il y a bien une raison à ça. Apple a toujours été à la pointe en matière de trackpad, très précise avec des gestes multitouch. Personnellement, j'utilise ce trackpad seulement quand je suis à l'extérieur. Chez moi, j'utilise ma souris Logitech MX Master 3 avec le PC et le MacBook Pro. Donc si tu veux voir la vidéo, c'est juste là. Mais j'ai des amis graphistes qui n'utilisent plus de souris avec leur MacBook, même pour des détourages complexes sur Photoshop. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont très satisfaits de ce trackpad. Parlons de ce dos rangé de 3 haut-parleurs qui sont disposés sur la gauche et la droite du clavier. Un son très clair, détaillé et équilibré. Les basses sont très profondes, presque sans vibration. Personnellement, je n'ai jamais vu une qualité pareille sur un ordinateur portable. Les musiciens, les podcasteurs et les monteurs vidéo vont être contents avec ça. Si vous aimez travailler en musique, entendre le retour de votre montage vidéo, vous pouvez pousser le volume à fond sans crainte. Ça m'arrive de temps en temps de travailler sur mon PC et écouter la musique sur le MacBook Pro. Je sais, c'est pas normal, mais bon. Pourquoi les haut-parleurs sont importants? Tu vas me dire qu'il suffit juste de brancher les haut-parleurs de Bose, Marshall ou peu importe la marque qu'on a à la maison pour avoir un son de meilleure qualité. Oui, mais non. L'intérêt d'avoir un ordinateur portable, c'est d'avoir tout sur un objet compact et pas d'avoir un clavier, une souris, les haut-parleurs ou autres à part. Tu as un sac à dos, tu utilises juste ton ordinateur portable et c'est tout. Et surtout, tu as tout ce qu'il te faut. Je ne peux pas vous faire écouter la qualité du son parce que là, il sort de mon Mac. Puis il va dans mon appareil photo, il le transfère avec ses réglages. Pour que finalement il aille dans vos appareils, et bien sûr, il sera transformé avec les réglages de vos appareils. Et enfin, bref, vous avez compris. Donc, vous allez devoir me croire sur parole. Mais en réalité, on a rarement vu une aussi bonne qualité de son sur les ordinateurs portables. Apple nous indique un micro de qualité studio professionnel. Pour enregistrer un podcast, enregistrer une voix off ou bien enregistrer de la musique. Je ne suis pas un musicien professionnel pour tester ce micro et donner un vrai avis pro. Donc c'est pour ça que je suis allé voir plusieurs sites professionnels de son pour voir leur avis sur ce micro. D'après eux, il ne faut pas comparer de vrais micros professionnels de marque Rode ou Zoom ou encore plus Neumann ou Browner à plusieurs centaines d'euros voire milliers d'euros avec le micro de MacBook Pro. Mais par contre, c'est complètement exploitable. Un compositeur, un producteur ou bien un musicien qui souhaite enregistrer rapidement, c'est très correct. Donc, c'est très bien de l'avoir sur ce produit haut de gamme. Apple marque un autre point. Sur les côtés, Apple mise sur 4 ports Thunderbolt 3 au format USB-C avec prise en charge de DisplayPort Thunderbolt jusqu'à 40 GB/s ou USB 3.1 génération 2 jusqu'à 10 GB/s. La tranche droite accueille également un port de mini jack. Apple a fait un énorme travail sur le système de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur. Depuis que j'ai ce MacBook Pro, je n'ai pas eu de problème de surchauffe. Ça chauffe, mais pas surchauffe. Par contre, les ventilateurs font pas mal de bruit lorsqu'ils tournent à plein régime. Mais je préfère entendre de temps en temps des ventilateurs qu'avoir une température très élevée. Donc, bon travail aussi pour les ventilateurs. Une autonomie de batterie de 11 heures annoncée par Apple. J'ai fait le test avec une journée de travail et de loisirs. Un peu de Photoshop, un peu de Premiere Pro, beaucoup de Word en écoutant de la musique sur Spotify avec mes écouteurs ou les haut-parleurs. Mail, YouTube, Netflix, donc une utilisation de 13 heures pour arriver à 10% de batterie.
J'étais vraiment impressionné car on a une batterie de 100 Wh et 100 Wh ce n'est pas beaucoup pour 11 heures d'autonomie annoncée par Apple. Et vu que c'est un produit pro, j'ai fait un test de montage vidéo 4K avec Adobe Premiere Pro et un petit peu After Effects et Photoshop. La batterie m'a fait que 5 heures. Oui, je sais, c'est normal car le montage vidéo utilise toute l'énergie de l'ordinateur. Mais j'aurais bien aimé d'avoir une meilleure autonomie de batterie. D'un côté, Apple n'avait pas vraiment trop de choix pour augmenter la capacité de ses batteries, car la capacité maximale autorisée dans un avion aux États-Unis est de 100 Wh. Tant mieux pour l'Apple car ça leur coûte moins cher, et tant pis pour nous. Est-ce que je suis déçu? Mais pas du tout, loin de là. Apple a fait en sorte qu'avec seulement 100 Wh, on a 11 heures d'autonomie de batterie. Et on connaît les batteries d'Apple qui durent et restent correctes après plusieurs années d'utilisation. Ce n'est pas comme un PC portable Windows où la batterie est très bien au début, au bout d'un an ou deux, elle ne tient même pas 2-3 heures correctement. Parlons un peu du prix, pour choquer certaines personnes. La version 16 pouces commence à 2700 € jusqu'à 7700 € environ. Ouais, ça pique les yeux. Mais bon, quand on regarde les caractéristiques d'un Mac à 7700 €, on peut comprendre pourquoi c'est si cher. J'ai la version à 2700 € avec un processeur Intel Core i7 de 9e génération, 16 Go de RAM, carte graphique de 4 Go de AMD et 512 Go de SSD. Avant d'acheter, il faut savoir qu'on peut augmenter la puissance de chaque pièce facilement sur le site et je vous conseille vraiment de bien réfléchir à ça avant l'achat car comme vous le savez, une fois que vous achetez un produit Apple, on ne peut plus rien modifier plus tard. Donc, si vous avez besoin d'un plus grand stockage, par exemple, il faut y penser maintenant. Je pense que j'ai fait assez de compliments et que l'adrénaline est bien montée. Alors, c'est le moment de présenter les points négatifs. Problem number 1. La webcam avec une définition de 720 pixels. Oui, c'est toujours la même depuis des années. On met un petit effort quand même, surtout que ce n'est pas une chose qui coûte très cher à l'Apple. Et nous, ça nous permet d'avoir une visioconférence de très bonne qualité. Problem number 2. Le MacBook Pro ne prend pas en charge le Wi-Fi 6, mais on l'a sur les iPhones. Je n'ai pas compris pourquoi. En fait, personne n'a compris. Problem number 3. On parle d'un produit pour les pros, mais il n'a pas de port pour la carte SD. Pourtant, tous les photographes, les vidéastes, les musiciens et tout le monde travaille avec une carte SD. Donc, il faut un adaptateur tout le temps sur soi. Problem number 4. J'aurais aimé avoir le Face ID sur son Mac. La technologie reconnaissance faciale, qui existe depuis plusieurs années sur les iPhones et iPads. Il faut donc se contenter de capture d'empreintes digitales Touch ID. J'en demande un peu trop peut-être. Mais non, ça coûte plusieurs milliers d'euros ce MacBook Pro. Problem number 5. Au début, le Touch Bar ne fonctionnait pas de temps en temps. Mais très vite, avec une mise à jour, tout rentre dans l'ordre. Conclusion. Franchement, je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité à acheter ce Mac. Alors je ne veux pas dire que je suis déçu de ce produit, loin de là je suis ravi. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler correctement. Apple corrige pratiquement tous les défauts sur les anciennes versions avec énormément d'améliorations pour les mêmes prix. Un plus grand écran toujours aussi excellent, le clavier très confortable et plus fiable, un meilleur système de refroidissement, une très bonne autonomie, etc. Est-ce qu'après un an, il vaut toujours autant? Apparemment, oui, vu que le prix n'a pas baissé d'1 €. Si vous voulez un grand écran, vous n'avez pas trop de choix en ce moment. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'êtes pas très pressé, peut-être très prochainement, on aura la puce Apple M1 sur les écrans de 16 pouces aussi. Après la performance qu'elle a fait sur ses MacBook 13 pouces, ça vaut sûrement le coup d'attendre un peu ou d'acheter un 13 pouces avec la puce Apple M1 immédiatement. Si vous n'avez pas suivi, Apple vient de sortir l'un des meilleurs processeurs du marché, le processeur M1 qui fait mal à tous les concurrents. N'oubliez pas que c'est un produit pour les professionnels, ce n'est pas fait pour jouer. Donc ça ne sert à rien de mettre plusieurs milliers d'euros dans un produit si tu veux juste jouer à des jeux vidéo basiques ou bien regarder Netflix ou écouter de la musique.
Donc si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance, partez sur un Mac 13 pouces ou bien sur un Mac Air. Et avec le reste, faites-vous plaisir comme il faut. Et sans déconner, j'ai fait le calcul, c'est largement faisable. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce sublime, majestueux processeur M1. Mais sincèrement, n'achetez surtout pas ce MacBook Pro 16 pouces aujourd'hui. Attendez le processeur Apple M1 sur les 16 pouces, vous allez gagner énormément en puissance et autonomie. C'est une longue vidéo, mais je voulais vraiment vous donner un vrai avis, sincère et objectif, pour vous permettre de faire votre choix plus facilement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et mettre un beau pouce bleu. Sur ce, on se retrouve très vite sur une autre vidéo et abonne-toi. Allez, bisous!